merci pour votre présence dans cet auditorium Charles Pinsard. Nous remercions également l'ensemble de l'équipe de la bibliothèque et les nombreux invités qui se sont rendus disponibles aujourd'hui. Je vois Annie Lemaire dans la salle. Merci beaucoup Annie qui connaît bien ce projet pour l'avoir porté depuis 2012. Un échange avec la salle sera proposé à la fin des interventions. Ce rendez-vous poursuit celui de l'année dernière, intitulé Regards croisés sur Amiens et les ortillonnages, traitement humain du territoire et des hommes. Nous avions rendu compte d'une exploration en barque dans les ortillonnages, suivie de la production d'une cartographie in situ. Donc on a remis les cartes principales de l'exposition de l'année dernière, avec la carte dressée par Charles Pinsard, et puis aussi une carte de 1542 où on trouve des annotations précieuses dans notre travail. Nous avions rendu compte dans l'après-coup de notre démarche de recherche, associant l'expérience sensible puis esthétique à l'arrière-plan scientifique, objectivé par l'analyse de cartes anciennes du territoire, 1542 pour la plus ancienne, à la main levée, vous le voyez, et 1852 avec une carte plus ancienne, jusqu'au plan cadastral, et c'est là que nous avions la contribution de Nicolas Granger, aujourd'hui présent, cartographe géomètre. Donc une juxtaposition des cartes qui avait témoigné des effets de l'urbanisation sur la morphologie du site. Aussi, l'interaction des hommes et leur espace continue à constituer pour nous une préoccupation de première importance. Des commentaires datés de 1900 inscrits sur la carte de 1852 m'avaient amené au manuscrit de Pinsard et nous avons pris la mesure de son engagement en faveur d'une architecture de sauvegarde et l'importance du travail de terrain, des relevés. Retenons que les ortillonnages passent de 1500 hectares au XVe siècle, 500 hectares en 1900, 300 hectares aujourd'hui. Donc nous avions conclu à un devoir de conservation du site. C'était un peu là où ce travail de plan ancien et plus contemporain, on avait vu un peu le morcellement dû à un phénomène d'urbanisation, avec quand même une préoccupation de sauvegarde. Daniel Compère avait été invité l'année dernière à apporter son regard sur ce travail de Charles Pinsard et on avait pris contact à ce moment. Et aujourd'hui, heureusement, on te remercie de ta présence, de nous honorer de ta présence. C'est un grand privilège, nous sommes très heureux. Ça nous paraissait intéressant de convoquer ces grands hommes, Charles Pinsard, ingénieur des ponts et chaussées amiénois, 1819-1911, contemporain de Jules Verne, pionnier de l'architecture de sauvegarde. Donc aujourd'hui, c'était assez évident, on gardait pour fil rouge le recours à la carte, et nous poursuivons une réflexion commune sur la ville d'Amiens versus cette année l'univers vernien. Notre investigation, nous y reviendrons, tendant à valoriser les lieux et les hommes sur notre territoire. Il parut évident, cela coulait de source, pour garder la métaphore géographique, cela coulait de source d'investiguer du côté de Jules Verne, du côté de son œuvre, et plus précisément de nous ressaisir du texte Une ville idéale. Ainsi, Daniel Compère est aujourd'hui invité à actualiser ce discours, prononcé par Jules Verne en 1875, en regard d'un dispositif urbain, Slip Zone, imaginé à Amiens. Daniel Compère, historien du livre, professeur honoraire à l'Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'œuvre de Jules Verne, et comme vous le savez, fondateur du Centre international Jules Verne, a réuni depuis 1972 un fonds documentaire important. Nous avons édité pour les besoins de cette conférence une série limitée du discours Une ville idéale, commenté par Daniel Compère, suivi d'un écrit à 4 mains d'Amiens à Shanghai avec Jules Verne. Donc vous pourrez vous le procurer à la fin de cette rencontre dans un moment de signature avec Daniel Compère.
Daniel Compère nous rappelle que Jules Verne amorce son discours par le récit du rêve, le récit d'un rêve. Partir du rêve de Jules Verne ne pouvait que me réjouir à ma place de psychanalyste. Et à la suite de Daniel Compère, j'interviendrai depuis mes outils d'analyse, la psychanalyse et la médecine traditionnelle chinoise. Et je suivrai Jules Verne dans sa promenade diurne et urbaine. Nicolas Granger, cartographe géomètre, est invité à apporter sa contribution et documentera notre propos à partir d'un fichier photographique, cartographique d'exception. Rachel Lemaire, étudiante en Master 2 à l'Université Paris-Jules Verne, a porté un intérêt sur la phénoménologie du territoire, comment Sleep Zone, un dispositif, un parcours peut investiguer le corps, une réflexion sur corps et territoire. On remercie Olivier Maloberti, enseignant-chercheur à l'ESI et collaborant au projet, pour ses contributions, qui s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui, mais nous aurons donc un travail avec l'école d'ingénieurs de la ville d'Amiens. On remercie particulièrement Annie Lemaire, ici présente, qui, dans sa charge de mission au Conseil régional des Hauts-de-France, suit ce projet depuis 2012. Donc, on poursuit, le Conseil régional nous fait confiance, on est très heureux. Et je vais laisser la parole à Daniel Compère. Merci. Donc je vais m'attacher à ce discours, à ce texte, à ce rêve de Jules Verne qui s'appelle Une ville idéale et qui a été publié en 1875. Mais avant d'en arriver à ce texte même, je vais rappeler en quelques mots peut-être qui est Jules Verne, comment est-il arrivé à Amiens. Et c'est finalement presque un hasard ou une circonstance qui a fait qu'il est venu au mariage d'un ami et qu'il a rencontré à ce mariage celle qui allait devenir son épouse. C'est ce jour-là aussi que Jules Verne est venu pour la première fois à Amiens, une ville où il va s'installer définitivement en 1871 et où il vivra jusqu'en 1905. C'est donc le 20 mai 1856 qu'a lieu le mariage d'Auguste Lelarge avec Aimée de Viane. Et Auguste Lelarge a invité à son mariage un de ses camarades de la faculté de droit de Paris, Jules Verne, qui est un Parisien spirituel, quelqu'un qui anime volontiers les réunions, et sans doute qu'Auguste Lelarge compte sur lui pour mettre un peu d'animation à son mariage. Alors, qui est alors Jules Verne en 1856 ? Il a 28 ans, il est né à Nantes, son père est avoué, on est dans le domaine du droit, on le voit, il a fait lui-même des études de droit à Paris, mais semble intéressé davantage par la littérature et en particulier par le théâtre. Il écrit plusieurs pièces, certaines seront même jouées, et il va occuper un poste de secrétaire au théâtre lyrique de Paris. 8 jours après le mariage, Jules Verne est toujours à Amiens. Il est resté pour une raison bien simple, c'est qu'il est tombé sous le charme de sa cavalière, qui est la sœur de la mariée, Honorine de Viane, une jeune femme âgée de 26 ans, qui est veuve depuis un peu plus d'1 an et qui a 2 petites filles de 3 ans et 1 an. Et Jules Verne, malgré les réticences de ses parents, pendant quelques semaines, va décider d'épouser Honorine de Viane, et le mariage a lieu en janvier 1857 à Paris. Quelques années plus tard, nous avançons vers 1863, Jules Verne publie son premier roman chez l'éditeur Hetzel, 5 semaines en ballon. C'est un premier roman qui connaît très vite le succès et qui va entraîner une grande célébrité. En quelques années, Jules Verne va devenir un écrivain important, un écrivain très populaire en France, très vite aussi traduit dans différents pays. Et puis juillet 1871, donc c'est l'installation à Amiens. Alors d'abord dans une maison qui n'existe plus, qui est 23 boulevard de Guyancourt, c'est aujourd'hui je crois le boulevard Carnot. Puis à partir de 1873,
dans cette maison qui est au 44 boulevard Longueville, aujourd'hui 44 boulevard Jules Verne. Alors certains d'entre vous sont peut-être surpris parce que quand on parle de la maison de Jules Verne à Amiens, on pense à la grande maison à la Tour qui est de rue Charles Dubois, mais en fait Jules Verne n'y habitera qu'à partir de 1882. Et à la fin de sa vie, en 1901, il revient dans cette maison dont il est propriétaire et c'est là qu'il meurt en 1905. Lorsqu'il s'installe à Amiens, donc en 1871, Jules Verne est très vite adopté par les Amiénois et il y a une institution importante qui est l'Académie des sciences, belles lettres et arts d'Amiens, qui, quelques mois après son arrivée, lui propose de devenir membre de cette académie qui réunit donc des lettrés, des savants. Et c'est dans le cadre de cette institution, donc en 1875, que Jules Verne va faire une lecture lors d'une séance publique. L'Académie a tous les ans une séance publique, donc ouverte à tous. Et là, au lieu de faire un discours, comme c'est la tradition, Jules Verne va raconter une histoire personnelle, un rêve, où il s'est retrouvé dans Amiens, dans le futur. Ce texte qu'il intitule donc Une ville idéale. Alors il faut préciser que ce récit a eu au départ une diffusion tout à fait restreinte et locale, puisque après le discours prononcé en décembre 1875, le texte est paru le lendemain dans le journal d'Amiens, dans la presse locale. Puis l'éditeur du journal, qui s'appelle Théodore Jeunet, va en faire une petite publication, dont j'ignore d'ailleurs la quantité, mais à mon avis très réduite, peut-être une centaine d'exemplaires, un petit livret, sous le signe de l'Académie d'Amiens. Et bien sûr, le texte paraîtra également quelques mois plus tard dans les mémoires de l'Académie d'Amiens. Alors tout à l'heure, si vous le voulez, vous pourrez voir, j'ai apporté les mémoires de l'année 1874-75 avec ce discours de Jules Verne. Et donc, le texte aurait pu rester ainsi presque oublié dans des publications locales. Et Jules Verne l'a quand même proposé à son éditeur en se demandant si cette ville idéale n'aurait pas pu paraître en annexe à un de ses romans. Et puis, je pense que l'éditeur a trouvé que ce texte avait une portée trop locale, il n'intéresserait peut-être pas les lecteurs à travers le monde. Donc le projet n'a pas été suivi. Et ça n'est que dans les années 1970, donc quasiment 100 ans après, qu'une première réédition a pu avoir lieu et pour laquelle j'ai proposé de l'annoter parce que, comme vous allez le voir, c'est un texte assez complexe auquel nous avons affaire. Et puis nous avons donc aujourd'hui une nouvelle réédition avec également des notes qui précisent en particulier les noms des rues qui ont changé, certains endroits qui ont pu évoluer par rapport à 1875. Alors je crois que ce texte a une triple origine que l'on peut assez facilement déterminer. Il y a d'une part le fait, et Jules Verne le cite d'ailleurs, qu'au mois d'août 1875, à la distribution des prix, parce qu'à l'époque, l'année scolaire se poursuivait tout au long du mois de juillet encore, et la distribution des prix avait lieu au début du mois d'août. Et donc un professeur du lycée d'Amiens, Auguste Carteau, a fait un discours qui s'appelle Une promenade dans le vieil Amiens. Et Jules Verne rappelle aussi dans les premières lignes de son discours que tout à fait récemment, en 1874, un an avant, a été publié cet ouvrage que nous connaissons bien aujourd'hui des frères Dutoit, Le vieil Amiens, qui présente des dessins de cet Amiens des années, depuis le Moyen-Âge jusqu'aux années 1840-1850. Et puis une troisième origine, c'est que Jules Verne a écrit une dizaine d'années auparavant, en 1863, un roman qui s'appelle Paris au XXe siècle, que son éditeur refuse de publier en estimant que c'est un roman trop maladroit et raté. Et comme vous le savez peut-être, ce roman d'ailleurs ne sera publié que beaucoup plus tard, en 1994, c'est-à-dire presque 100 ans après la mort de son auteur. Et on va retrouver dans Une ville idéale un certain nombre des éléments de Paris au XXe siècle que Jules Verne va donc réutiliser à sa façon. Amiens, nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure avec Olivier, est un... Nicolas, je mélange dans les prénoms,
Amiens en 1875, tel qu'on le voit sur le plan, c'est encore une ville assez peu étendue par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. On voit que les boulevards extérieurs, s'ils apparaissent en partie sur ce plan, sont encore quasiment dans la campagne. C'est une ville qui compte 65 000 habitants et l'essentiel de ces habitants est concentré dans le centre-ville, à l'intérieur de l'enceinte d'ailleurs des boulevards intérieurs qui sont d'anciennes fortifications. Ces fortifications ont été détruites dans les années 1820, donc c'est encore assez récent. Les frères du Toit dont je parlais ont représenté dans cet ouvrage Le Vieil Amiens, publié en 1874, un certain nombre de vues. Et ici, nous avons par exemple le pont du Cange, la vue sur la Somme, un dessin de 1854. Et donc, quand je pense que Jules Verne est venu pour la première fois à Amiens en 1856, moi je me dis, s'il s'est promené dans la ville, la semaine où il est resté après le mariage, il a peut-être vu ce paysage tel que les Dutoit l'ont représenté, avec la cathédrale bien sûr qui domine la ville, avec le beffroi que l'on aperçoit, et puis les cheminées des usines, puisque Amiens est déjà une ville où l'industrie textile se développe d'une manière importante, et toutes les industries rattachées au tissu fonctionnent bien dans tout ce centre autour de la Somme. Et puis ce sont aussi des petites rues assez étroites, des petites maisons, et une population aussi en grande partie ouvrière qui gagne sans doute tout juste de quoi vivre. Et on voit ici une photo du quartier Saint-Leu qui évoque bien ce qu'était sans doute une grande partie des habitants d'Amiens, avec par ailleurs une bourgeoisie qui va très vite se concentrer dans le quartier Henryville, qui est encore en construction. Revenons donc à une ville idéale, à ce discours de Jules Verne en 1875. Alors c'est un discours qui n'est pas un discours en fait, puisque c'est un récit où Jules Verne lui-même se met en scène. C'est lui le personnage principal de cette histoire, et il va raconter comment un matin, en se réveillant, il se retrouve dans un Amiens qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il avait connu la veille, un Amiens complètement transformé. C'est donc une projection vers le futur, un Amiens imaginé, amélioré du point de vue urbain, mais qui est aussi un texte assez complexe, comme je le disais tout à l'heure, pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, parce que Jules Verne, il fait un certain nombre de clins d'œil à ses contemporains. Il y a des petits épisodes dans ce récit que les gens de 1875 comprenaient parfaitement, mais qui aujourd'hui peuvent nous échapper. Il y évoque la réalisation de projets urbains, de constructions dont certaines vont se réaliser, nous en verrons un exemple. Et puis il y a aussi une certaine fantaisie. Jules Verne adore cultiver l'humour, je le disais tout à l'heure, et il va introduire aussi dans ce récit quelques traits humoristiques. Mais ce qui va bien sûr être le principal propos auquel nous allons nous intéresser, c'est l'urbanisme, comment Jules Verne développe dans ce texte une conception de l'urbanisme appliqué à Amiens. Il se réveille donc un matin, habitant dans cette maison que nous avons vue, 44 boulevard Longueville. Il sort de chez lui, franchit le pont Le Mercier, qui passe au-dessus de la voie ferrée, et là vont commencer les surprises, puisque Jules Verne arrive sur les boulevards intérieurs, et là il ne reconnaît plus rien par rapport à ce qu'il a connu la veille. La ville a complètement changé pendant la nuit. Ici c'est une vue des boulevards à l'époque, dans les années 1870. Or ce que va voir Jules Verne, c'est que ces boulevards, qui la veille encore étaient de la boue argileuse, sont maintenant pavés en cubes de porphyre. Et ce n'était pas tout, dit-il, les boulevards ce jour-là avaient été arrosés à une heure judicieusement choisie, ce qui permettait ni à la poussière de se faire, ni à l'eau de se répandre. Et les contre-allées bitumées comme celles des Champs-Élysées présentaient un sol agréable aux pieds, et il y avait de doubles bancs à dossier entre chaque arbre, et ces bancs n'étaient pas contaminés par le sang-façon des enfants et le sang-gêne des nourrices, et de 10 pas en 10 pas, des candélabres de bronze
portaient tous leurs élégantes lanternes jusque dans les